désolation. Seul un inspecteur comme moi peut sauver cette ville du mal qui l'a pourrie. L'inspecteur Goose Donnelly. Nous avons une femme morte. Nous avons trouvé une femme morte dans un Le marbre. crime a encore frappé. Voilà une nouvelle mission pour l'inspecteur Donnelly. Mon Dieu, quelle horreur. Que se passe-t-il, commissaire? Ma femme, elle est encore enceinte. Oui, j'ai appris ça. Félicitations. Tu parles si j'attrape le salaud qui a fait ça. Qu'est-ce qu'on a sur la victime? Victime? Quelle victime? Bah, cette victime. Alors, Patrick. Oui. Pardon. Bob. Ouais. Dawson. Oui. Parlez-moi de la victime. Une prostituée. C'est gentil, Dawson, mais on ira au pute après le travail. La victime était en train de regarder Netflix sur sa tablette quand elle est morte. Vous voulez dire qu'on l'a assassinée pendant qu'elle regardait Netflix? Non, c'était un accident. Elle s'est étouffée en mangeant ceci. Les gens sont tellement obnubilés par Netflix de nos jours qu'ils mangent n'importe quoi. C'est terrible. Ce n'est pas un accident. Vous vous fourvoyez, Dawson. Ah non, moi c'est Geoffroy Guichard, je suis stagiaire, je viens tout juste d'arriver, mais j'adore la police. C'est l'œuvre d'un tueur en série, Dawson. Ne vous inquiétez pas, c'est juste les nerfs. Cette salope a arraché l'épaule. C'est juste les nerfs, je vous dis. Bon, je pars immédiatement analyser cette pièce à conviction. Donnelly, il est hors de question que tu fasses justice toi-même cette fois. Je te veux avec un équipier sur cette affaire. Voici Marvin le Geek, notre meilleur techno-détective. Il sera ton partenaire pendant cette enquête. Il filmera toutes tes recherches et t'aidera à analyser les preuves. Te tiendra même la bite quand tu iras pisser. Il va te coller au cul comme une mouche qui colle à de la merde. Tout le monde sait ce que tu as vécu, Donnelly. Ah non, moi je suis pas au courant, hein. On ne me dit jamais rien de toute façon. Il est temps de passer à autre chose. C'est une perte de temps, commissaire. Je peux trouver le tueur tout seul. Le tueur est bien trop intelligent pour Goose Donnelly. Il ne l'attrapera jamais. Mais qui êtes-vous? Je suis Moïse. Vous voulez voir mes sous-vêtements? J'étais de retour à mon bureau, prêt à résoudre cette affaire coûte que coûte. Mais ce sale petit fouineur de Marvin me collait au basque. Écoute-moi bien, le geek. Si t'es là, c'est uniquement à cause du commissaire, ok? T'as pas confiance en moi? Allez, vas-y, balance le rec. Je vais t'expliquer mes conclusions. Ah salut, c'est moi Goose Donnelly et aujourd'hui on va parler d'un film qui a marqué les annales de la production audiovisuelle. Je veux parler de Le Pacte, la confrérie du mal. Bon ok, c'est du sarcasme. Le Pacte, la confrérie du mal est un film fantastique américain sorti en 2006 réalisé par Michael Bafaro, metteur en scène de films fantastiques à petit budget tels que The Deviant, The Barber ou L'Antre du Mal. Des films tombés au fin fond de l'oubli des blockbusters vidéo donc, et j'imagine qu'il aurait dû en être de même pour ce film, mais ce qui attire mon attention sur cette œuvre, c'est qu'il y a quand même deux grandes stars hollywoodiennes qui jouent dedans. Edward Furlong et Michael Madsen, on ne les présente pas. Furlong, c'est un jeune playboy qui a connu un succès fulgurant dans les années 90 avec American History X et Terminator 2. Quant à Madsen, c'est tout simplement un monstre du cinéma qui a joué dans plus de 150 films. On lui doit notamment la cultissime scène de Reservoir Dogs avec l'oreille coupée. Hey, tu me reçois? Thelma et Louise, Kill Bill, Donnie Brasco, les 8 salopards. Bref, Michael Madsen, il t'oblige à te pisser dessus, il couche avec ta femme, il tire au fusil sur des cabines téléphoniques. Je vous ai déjà dit que j'étais client chez Free. Michael Madsen, c'est un méchant de cinéma et moi perso, je l'aime bien. Ça te fera du bien, ça réchauffe. Dans la seconde partie des années 2000, les deux acteurs se font plus discrets au cinéma. Madsen probablement parce que Tarantino n'avait plus besoin de lui, et Furlong qui, pour des raisons de drogue et d'alcool, se voit fermer les portes d'Hollywood. Il aurait pu venir dans mon service. Ici, on aime les hommes qui ont du flair. Police de Ventripot City, engagez-vous pour mettre votre nez à notre service. Et c'est ainsi que les deux acteurs ont dû accepter des projets douteux de direct ou vidéo pour continuer à bouffer et qu'on les retrouve sur la jaquette de ce film. Rien qu'en voit la pochette, tu sens qu'il y a un truc qui va foirer quand même. Le film s'ouvre donc sur une séquence historique durant laquelle Michael Madsen, qui interprète ici le rôle de Guillermo List, visiblement le méchant de l'histoire parce qu'il rigole comme un méchant, récupère une canne diabolique qui inverse les crucifix sur les murs et lui donne le pouvoir de brûler les cascadeurs en mousse.
Vous aurez compris, la canne à l'effigie de Satan procure des pouvoirs diaboliques à son porteur et... qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cet effet spécial de l'enfer? Non mais regardez, ça pue la 3D mal branlée à 200 mètres. Là on dirait pas Satan, on dirait le canard qui a envie de crever dans South Park. Tuez-moi. Ellipse, on retrouve Edward Furlong dans le présent de la Terre du présent, Qui a quand même pris une grosse claque depuis Terminator 2, hein. interprétant ici David Goodman, un homme bon plein d'ambition qui porte des costumes bien trop grands pour lui et dont le rêve est d'obtenir une promotion lui permettant de se hisser dans les plus hautes sphères de la société pour laquelle il travaille. Je suis le mieux placé pour ce job, et je suis prêt à vous le prouver. Mais ce n'est pas de l'avis du PDG qui se décide à prendre Tony. Nous allons prendre Tony. Un playboy avec des belles dents, stéréotype de la tête à claquer qui, Contrairement à David, n'a aucun problème avec son tailleur. Nous allons prendre Tony. David est énervé et fait ce que n'importe quel être normal ferait à sa place dans cet état. Acheter des bières. Et ce n'est décidément pas la journée de David car en plus de se faire bousculer, braquer sa caisse, David perd la vue à la suite d'une agression à la bombe de peinture. Mais laissez-le tranquille. Mais heureusement David n'est pas con puisque avant de partir pour l'hôpital, il a eu le temps de refiler ses bières au monteur du film qui nous offre une séquence d'ambulance incroyablement bien faite. Je pense que le montage, c'est d'abord des effets style. Il faut que ça tremble, il faut que ça pète, il faut que le spectateur s'en prenne plein la gueule. Clairement, un bon montage, c'est un montage qui moutarde. David se réveille et pas de bol, il est désormais atteint d'une cécité. Mais c'était sans compter sur l'appel du docteur Guillermo List ayant peut-être pour le bougre une solution. David rencontre List qui lui propose de rentrer dans la matrice. Non. Je plaisante. David rencontre List qui lui propose de l'aider à recouvrer la vue en échange d'une condition simple. Je peux vous rendre la vue, mais il faut que vous me donniez votre parole qu'une fois que ça se produira, vous deviendrez l'homme que vous avez toujours eu envie d'être. Voilà, rien d'extraordinaire comme condition, mais David a besoin d'un temps de réflexion. Il décide de rentrer chez lui pour parler à sa femme, puis il se met à marcher. Puis il marche. Il regarde... Il est dans une maison. Il y a des plans de lui qui descendent d'un escalier. C'est lent! Dépêche-toi! Là vous voyez, on touche à l'un des principaux problèmes de ce film. Il est mal rythmé. Au cinéma, il est admis que le rythme est un élément majeur dans l'appréciation d'un film. On pourrait comparer le rythme d'une œuvre à une sinusoïde où on alterne entre séquences fortes qui laissent place à l'action et séquences plus explicatives où l'intrigue se développe. Ce n'est pas uniquement un travail de montage puisque dès l'écriture, il faut savoir supprimer les séquences inutiles des séquences utiles. Mais là, dans ce film, il y a plein de séquences inutiles qui ne servent absolument à rien au développement de l'intrigue et dont on aurait pu se passer. Et en plus de ça, l'action est totalement desservie par une musique sans émotion ni rebondissement qui ne fait qu'alourdir ce sentiment de vieillesse. Tu la sens là, l'émotion? Ça fait 20 minutes que le film a commencé et j'ai l'impression d'avoir regardé la trilogie du Seigneur des Anneaux. Est-ce qu'on avait besoin de toute cette séquence où David marche alors que le mec part de chez Guillermo pour rentrer chez lui, pour retourner chez Guillermo obtenir sa canne? Il pouvait pas lui filer sa canne directement? Merde! Putain! Putain de film! J'ai un cadeau pour vous. Après avoir récupéré son cadeau, et je ne pensais vraiment pas dire ça un jour, David est pris par derrière dans une orgie de démons arbres accrochés au mur, ce qui lui permet de recouvrer la vue. Et il peut voir avec un super filtre Final Cut. Donnelly, comment avance votre enquête? On tourne en rond, commissaire. Aucun nouvel indice pour l'instant. Il y a bien un type qui pourra vous aider. À l'hôpital psychiatrique de Ventripol City. Vous êtes sûr, commissaire? N'emmenez pas le nouveau avec vous. Il n'a pas les nerfs. Assez solide. Docteur Lecter, je m'appelle Goose Donnelly. Je peux vous parler? Puis-je voir votre accréditation? Oui, certainement. Plus près. Plus près. Vous êtes plus petit sur cette photo. Vous avez dû manger des légumes pour bien grandir, n'est-ce pas? La bonne taille, c'est quand les pieds touchent bien par terre, docteur.
Entrez en matière tout à fait habile, inspecteur Donnelly. Asseyez-vous, je vous en prie. Excusez-moi, c'est sorti tout seul. Vous avez mangé du gigot d'agneau à midi. Oh, docteur, je vous en prie. Il était épicé avec du poivre et de la ciboulette. Docteur Lecter, nous ne sommes pas là pour ça. J'ai besoin de vos lumières sur un tueur en série. On a retrouvé ce film sur les lieux du crime. Vous pouvez m'aider? Inspecteur Donnelly, vous pensez pouvoir me faire cracher le morceau juste avec des politesses? Non, Vous savez à quoi vous ressemblez avec votre veston et votre chapeau ridicule à un réalisateur raté, sans le moindre bon goût. Longtemps vous avez rêvé de faire du cinéma, mais vous vous retrouvez sur YouTube à faire le pitre en tenue d'aventurier pour agrandir la communauté. Je n'ai pas raison, Goose Donnelly? Et ce malaise que vous tentez désespérément de cacher, vous êtes un raté qui se bat pour des pouces bleus. Et vous vous permettez de critiquer des films. Mais êtes-vous seulement capable d'élaborer une mise en scène de qualité? Non. Vous continuez en espérant qu'un jour votre mère arrêtera de vous sermonner et de vous exhorter à trouver un vrai travail. Vous êtes perspicace, docteur. Mais êtes-vous capable d'appliquer à vous-même cette remarquable capacité? Non, arrête, ça suffit. Tu comprends pas, tu peux rien faire pour moi. J'avais un ami avant. Et c'était bien, on faisait des vidéos cool ensemble. Mais il a disparu, il m'a laissé tout seul. Et puis j'ai eu un autre partenaire. Et on était piégés sur une île déserte. Et je sais pas ce qui s'est passé. J'ai perdu les pédales. T'as raison. C'est fini de faire les chuchotes. On a une enquête à mener. Toi et moi. Donc après plusieurs effets spéciaux démoniaques ratés, David, qui sombre de plus en plus dans le côté obscur, commence à séduire la femme de son rival, Tony. Tony qui ne trouve ma foi rien d'autre à lui rétorquer que cette réplique. Tu ne t'imagines pas l'effet qu'elle peut faire à un homme au lit. Exactement le genre de réplique qu'il faut dire à un homme pour l'empêcher de coucher avec ta femme, donc. Mais voilà, c'est dramatique, les nouveaux pouvoirs de David attirent les phénomènes paranormaux et des hommes en cape noire commencent à courir partout dans la maison. Alors film, laisse-moi te donner une astuce. Un effet qui peut fonctionner au cinéma quand on n'a pas trop de thunes et qu'on veut instaurer un climat de tension, c'est de faire passer un comédien habillé en noir très rapidement devant la caméra. Là, l'effet fonctionne. Il suffit d'ajouter un bruitage ainsi qu'une musique inquiétante et cela crée effectivement une tension supplémentaire qui permet de préparer un jumpscare ou un sursaut. Je vous parlais du rythme un peu plus tôt. Eh bien pour un film d'horreur, cet exercice de gestion du rythme est encore plus compliqué puisque c'est en jouant avec la tension d'une scène que le film t'amène à la situation de sursaut qui interviendra au moment où tu t'y attends le moins et ainsi provoquer la peur. C'est un exercice très compliqué et un film qui gère cette tension parfaitement, c'est The Conjuring de James Wan. Par contre, si on fait passer le comédien derrière l'actrice dans une zone bien exposée, ben je suis désolé mais on a juste l'impression de voir un mec habillé en cuir qui s'est trompé de baraque en allant dans un club SM. Et le sursaut qui arrive après aura l'effet d'un pétard mouillé. Possédé par le pouvoir de la canne, David commence à faire plein de trucs qui rendent son personnage encore plus antipathique. Il couche avec sa secrétaire, tend un piège à son collègue de travail. Espèce d'ordure, c'est toi qui m'as piégé. Tente d'assassiner sa femme, assassine son patron avec sa canne de l'enfer. Des morts, mais David commence à éprouver des remords. Je ne suis pas un assassin. Bah oui, c'est pour ça que t'as buté 10 personnes, connard. David réussit à combattre le pouvoir de la canne et se rebelle contre la confrérie du mal. Il s'enfuit ensuite dans la forêt, mais vu qu'il n'a rien dans le sac et qu'il n'a pas fait de sport depuis 10 ans, il s'arrête au bout de 5 mètres, complètement rôti. Je dois m'arrêter. Tu as mal aux jambes? Ah, l'alcool. Après toutes ces péripéties, la confrérie du mal convoque le démon, ce qui a pour effet d'envoyer le film dans un gloubi-boulga de n'importe quoi. Mais regardez les acteurs, ils sont nuls, ils regardent même pas au bon endroit. Mais comment un
un acteur comme Edward Furlong peut passer de Terminator 2 à ça? Comment Michael Madsen peut passer de Kill Bill à cette bouse intersidérale qui ferait passer n'importe quel épisode d'Amour, Gloire et Beauté pour un chef-d'œuvre? Il faut que ça sorte de tous les côtés, il faut que le spectateur s'en prenne plein la gueule, qu'il n'ait pas le temps de comprendre. Mais vous n'avez pas vu le pire! Vous n'avez pas vu le combat final entre David et Guillermo? Une scène tout droit sortie du purgatoire des effets spéciaux ratés! C'est un montage qui moutarde, et ça, c'est sûr. Voilà, et nous ne sommes pas plus avancés sur cette histoire de tueur. On a juste passé un mauvais moment devant un mauvais film que j'espère ne plus jamais voir de ma vie. Et puis c'est quoi le lien avec Netflix, hein? Pourquoi le tueur a assassiné cette femme qui regardait Netflix? Mais oui, les cinéphiles! Il existe un débat qui anime le monde de la cinéphilie depuis quelque temps et dont l'origine est la problématique suivante: est-ce que les plateformes de streaming comme Netflix représentent la mort de la cinéphilie? Cette question est motivée par le fait que l'une des caractéristiques principales des cinéphiles est que ce sont des personnes qui sont curieuses par nature. Outre le fait qu'un cinéphile est un amoureux de cinéma, il aime chercher et trouver des films qu'on ne verra pas dans les circuits de distribution classiques. Et je crois que le marché du direct-to-vidéo s'adresse directement à ce genre de spectateurs qui font l'effort de chercher des films. Ce marché reste un terreau de création et d'expérimentation sans pareil qui offre une liberté que certains réalisateurs aiment saisir. C'est le cas du japonais Takashi Miike par exemple. Mais certains journalistes pensent que Netflix détruit cette audace de l'exploration filmique inhérente aux cinéphiles. Stéphane Delorme, journaliste pour les Cahiers du cinéma, pense que l'expérience Netflix n'est pas une expérience de spectateur, mais bel et bien une expérience de user, car ce que nous regardons n'est pas le fruit de nos recherches, mais bien la résultante d'un algorithme qui se base sur notre historique de visionnage pour nous proposer du contenu. Pour une plateforme de SVOD, vous êtes la représentation de votre historique internet. Le spectateur totalement passif se contente d'avaler le contenu qu'on lui donne au lieu de faire preuve d'audace et de curiosité. Et je peux vous assurer que pour trouver et regarder ce film, il fallait vraiment faire preuve d'audace et de curiosité. Mais selon ces mêmes journalistes, un algorithme qui est une technique de profilage par réductionnisme comportemental vous proposera toujours le même genre de contenu en fonction de ce que vous aimez. Et vous serez conditionné à regarder toujours la même chose. Dans l'avenir, ces algorithmes pourraient même pondre des scénarios automatiquement, car selon les données collectées, on saurait ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Le cinéphile n'est donc plus un acteur de sa propre expérience cinématographique, mais bien la variable d'un programme informatique. Et je ne suis absolument pas d'accord avec cette idée, je crois même que les personnes qui disent cela sont des vieux barbons nostalgiques de l'époque où il n'y avait que les salles obscures pour se divertir. C'est vrai que sur une plateforme de SVOD, on vous proposera toujours des séries qui ressemblent à ce que vous avez déjà regardé, mais ça ne reste qu'une proposition que vous pouvez refuser. Alors attention, je ne fais pas l'apologie des plateformes de streaming, et ce que je dis là n'est que le résultat de mes analyses quant à cette expérience traumatisante que fut le visionnage du Pacte. Ce que je pense vis-à-vis de ce débat, c'est que sur Netflix, Amazon, OCS ou même YouTube, tant qu'il y aura une barre de recherche, ces plateformes constitueront un moyen supplémentaire pour le cinéphile de chercher des œuvres et donc d'exploiter sa curiosité. Et ça, c'est plutôt cool. Et donc c'est ça, le tueur est quelqu'un qui déteste Netflix, tout simplement. C'était sous mes yeux depuis le début. Ça va Marvin? Toi aussi t'es content d'avoir découvert la vérité. L'importance de mon œuvre, coup de Stanley. Oh mon dieu, Michael Bafaro, le réalisateur du film. Tu as volontairement craché sur mon travail. Tu ne te rends pas compte à quel avenir je t'ai destiné. Là, c'est moi, Sylvester Stallone, début des années 90. Et là, c'est moi, et David Hasselhoff à Miami. Tu comprends maintenant? Tu comprends? Au secours!
File-moi ta coupe, bâtard. File-moi ta coupe, je suis pas con. Moi j'en ai, chef. Marvin? C'est Goose, il est en danger, c'est certain. On y va. Wesh! Mais mon note! Oh non! Là, c'est moi, Jean-Claude Van Damme. Arrêtez! Arrêtez, c'est horrible! Tu comprends maintenant? Ah, quelle horreur! Vous êtes cinglés! J'aurais profité du succès de ces hommes pour faire éclore mon cinéma. Mais à cause de Netflix, il n'y a plus assez de cinéphiles pour regarder mes films. Pourquoi vous ne proposez pas vos idées à Netflix? Quoi? Pourquoi vous ne travaillez pas avec Netflix? Netflix, bonjour. Oui, bonjour, c'est... Tu es en série. Ah, bonjour, monsieur Série, vous désirez? J'aimerais réaliser un film sur mon idole, Marc Dutroux. Marc Dutroux. Mais c'est une idée incroyable, ça. Mais pourquoi pas faire une série? Une série, Michel, sur Marc Dutroux. Combien? 3 saisons? 4 saisons? 4 saisons? 4 saisons, monsieur Série. Ça vous va? Ah, nous sommes très heureux de travailler avec vous. On vous envoie tout de suite les contrats par DHL. Oui. À très vite. Oui, on se contacte par mail. Merci beaucoup. Merci, monsieur Série. And if you don't love me now, then you'll never love me again. I can still hear Police devant Tripod City, on ne bouge plus. never break the chain. Arrêtez les mecs, il est mort. Ouais, super! Bien joué les gars, bien joué les gars. Bien joué. Tu as sauvé mon âme, Gustave. J'espère que tu continueras à faire des critiques de films et qu'un jour tu sauveras l'humanité. Tu sais, on forme une bonne équipe tous les deux. Ça fait quelque temps que je suis à la recherche d'un type. Lui, mon ancien partenaire. Tu crois que tu pourrais m'aider à le retrouver? Oh, tu sais, hein, s'il faut désinguer du criminel, y a pas de souci. Hein. J'adore les armes. You're addicted to this. Good things I know.